Bonjour à tous, bonjour Fabienne. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Est-ce que ça va bien Fabienne? Ça va, oui. Ça va? Oui. En forme? Pas trop froid? Un petit peu froid, si. Il fait terriblement froid. Oui, terrible. Ah ouais. Bienvenue pour un nouveau Neurolive. Alors ce soir, la thématique, le travail en distanciel pour les élèves. Donc du coup, merci beaucoup Fabienne déjà pour cette proposition, hein, parce que finalement en fait tu m'as proposé cette thématique. Et effectivement, du coup c'est plus que d'actualité. Oui, au vu du contexte, c'est un besoin. Puis je rencontre beaucoup de jeunes qui sont en difficulté pour arriver à travailler tout seul. Donc la problématique me semblait importante. C'est vrai, tout à fait. On va attendre que les gens donc, se connectent petit à petit, hein, comme d'habitude. Du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo directement en live. Donc vous êtes en train de regarder. J'espère que vous êtes tranquillement au chaud. En train de toute façon il est passé 18h, donc on n'a pas trop le choix que d'être chez soi au chaud. N'hésitez pas à partager la vidéo directement, comme ça donc les gens vont voir aussi tout de suite ce que vous êtes en train de regarder. Et puis en fait on peut commencer quand tu veux. Oui, bah oui. C'est parti. Allez. On y va. Allez. Donc alors du coup donc il n'y a pas de plan, hein, pour ce soir. Alors, il y a des grands thèmes, des grandes thématiques, mais après, il n'y a pas un plan, ça va se faire au fil de la discussion, un peu comme on a l'habitude de faire. C'est vrai. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on commence? C'est quoi la première thématique? Alors, déjà, là, les vacances vont arriver, ou certaines zones sont déjà en vacances depuis une semaine. Donc, de toute façon, même si on est lycéen et pas en distanciel, à mi-temps, à plein temps, ou voire pas du tout, parce qu'il y a des lycées qui ne sont pas en distanciel, les élèves vont se retrouver un peu face à eux-mêmes pendant les vacances pour continuer les apprentissages. Alors, la première chose qu'on pourrait évoquer, c'est l'environnement de travail. Pour arriver à s'auto-discipliner, parce que c'est pas évident lorsqu'on est adolescent, hein, de se mettre au travail seul, hein, d'être dans du distanciel, on est face à des écrans. Donc l'environnement de travail est particulièrement important. Donc il faut se créer un espace de travail dans la maison. En général, c'est dans sa chambre et c'est son bureau, qui soit dédié au travail. Ça veut dire qu'on ne va pas manger à son bureau, qu'on ne va pas travailler dans son lit. Donc l'environnement est important. La pièce, le meuble où on travaille, l'endroit doit être calme, le téléphone portable à distance. Alors, il y a des études qui montrent que même si on a éteint le téléphone portable et qu'on l'a dans la même pièce, eh bien, on est tenté de regarder, est-ce que j'ai pas un message WhatsApp, est-ce que j'ai pas une notif d'un copain, d'une copine. Donc, il vaut mieux avoir le téléphone dans une autre pièce. Alors, ça peut paraître idiot, mais c'est important. Non, mais ouais. Et aller regarder son téléphone, finalement, ça va être la récompense. Lorsqu'on aura travaillé un laps de temps, eh bien, on s'autorisera à sortir de la pièce, aller regarder son téléphone, voilà. Donc, j'insiste sur le téléphone portable parce que on sait que, même en tant qu'adulte, on va regarder, on va jeter un œil, on va se laisser distraire. Donc, l'avoir ailleurs, c'est important. Et puis, l'espace de travail rangé aussi, hein, parce qu'on a tendance, petit à petit, à en avoir partout sur le bureau. Donc, s'obliger à avoir une petite routine. Et dans la petite routine, il y aura un temps où je range mes affaires. Alors, la routine, elle peut être de 5 minutes, hein. Mais juste, je vais ordonner, je vais mettre les feuilles au bon endroit. Donc, l'environnement est important, hein, dans ce contexte particulier de se retrouver seul face au travail. Alors ça, effectivement, du coup, ça pourrait être vraiment très bien, effectivement. Donc là, parce que je suis en train de voir ta fait, donc on fait comme ça, thématique point par point. Et puis après, on pourra même carrément en fait partager un petit peu les retours que nous avons de la part des élèves, hein, qui sont concernés par le travail en distanciel. Tu le disais là juste avant qu'on commence la vidéo, donc ça concerne les lycéens en fait, finalement, qui sont en distanciel. Okay. Alors il y a beaucoup de lycées qui fonctionnent une semaine à l'école et puis une semaine à distance, moitié de classe, moitié de classe. C'est pas le cas de tous les lycées. En fait, chaque lycée est un cas particulier. Donc c'est un peu la problématique. Il y a des lycées qui font pas du tout de distanciel. Il y a des lycées qui font une semaine sur deux, d'autres qui coupent la semaine. Les 2 premiers jours, les 2 derniers jours, la semaine du milieu, tout le monde en distanciel. Donc, il y a autant de formules que de lycées. Voilà. D'accord. Est-ce que, parce que alors là, pour le coup, déjà, il y a forcément l'âge de l'élève qui rentre en compte. Les collégiens, ils sont passés ou pas par le distanciel? Non, ils sont passés... Depuis mars 2019. Non, ils sont passés, oui, par le confinement. Oui. Quand il y a eu le confinement, il y a eu reprise des cours à distance. Et oui, ils sont passés par le distanciel. Toutes les écoles, parce qu'à un moment donné, les écoles ont fermé. Ouais. Donc, il y a eu le distanciel pour les petits. Donc, les petits à l'école maternelle, primaire, collège, lycée.
Et là, on est sur des écoles ouvertes, donc sur des formules de distanciel selon les établissements. Mais normalement, les collèges ne sont pas en distanciel. Est-ce que ce soir, c'est prévu qu'on donne quelques, je sais pas moi, quelques conseils pour ces élèves justement qui sont en distanciel? Parce qu'on part du principe, en tout cas, on est d'accord, hein, on part du principe que c'est pas évident. On part du principe que c'est vraiment pas évident. Non, c'est dur. C'est dur. Très dur. On s'attend pas à ce que ce soit parfait, entre guillemets, que ce soit parfaitement réussi. Il y a des loupés, il y a du coup des exercices qu'on va avoir du mal en fait à faire. Il y a des devoirs qu'on aura du mal en fait à comprendre. Ah oui, mince, il fallait faire tel devoir. Il y a aussi du coup certains profs qui finalement sont pas tellement dans la compréhension de la charge de travail en fait qu'ils donnent aux élèves. Ça c'est vrai parce qu'on se retrouve avec des élèves qui ont beaucoup plus de travail à faire que d'habitude. Ouais. C'est dur de parler de façon générale parce que chaque lycée est particulier, mais on se retrouve avec des élèves qui se retrouvent submergés de travail parce que les enseignants vont laisser ça, plus ça dans leur discipline, le prof d'à côté va faire la même chose et ça devient très stressant pour le lycéen qui se retrouve face à toute cette quantité de travail à effectuer. Plus les visios à écouter, plus les travaux à rendre, plus. Ouais. C'est vrai. Donc en gros, tu as parlé de l'environnement. Donc effectivement, déjà, c'est super important. C'est on essaye en fait de donner un environnement favorable au travail. Oui, ça c'est la première chose, savoir comment et où on va s'installer. Après, il y a un écueil dans lequel on peut tomber, c'est faire attention à son hygiène de vie. Alors l'écueil, c'est rester en pyjama toute la journée. On l'a peut-être tous fait, hein. On va faire sa visio avec ses collègues et puis on va pas allumer la caméra et puis on sera en tenue chaussons, pantoufles. C'est tentant, mais ça ne met pas dans une dynamique de travail. Donc il faut se forcer à se lever à la même heure, à manger à la même heure. Alors ça paraît des principes de base, mais c'est vrai que on est à la maison dans un certain confort, pas l'envie de. Donc il faut faire comme si. Donc comme si on allait à l'école. Donc on peut décaler le réveil d'une demi-heure. Hein. Là il n'y a pas de souci. Mais je vais m'habiller, je vais me laver les dents, je vais prendre mon petit déjeuner, ma petite routine d'hygiène de vie. Ça c'est important. Et les repas, je les prends pas devant mon bureau. C'est ce que je disais. Je prends un petit temps pour le repas. Et aller à table, m'installer, alors avec ceux qui sont à la maison, parce qu'on peut avoir aussi tendance à s'enfermer dans sa chambre et puis finalement vivre dans une mini-prison. Hein. Voilà, donc on descend avec la famille, on mange avec la famille et on peut pas ne pas avoir le temps, c'est pas possible, parce qu'on entend des lycéens, j'ai pas le temps, je peux pas, si, on prend ce temps-là. Ce qu'on verra après quand on parlera du temps, on est plus efficace si on s'arrête pas à un moment donné. Donc là, en gros, ça c'est quoi? Donc ça, c'est une question de régulation aussi. Oui, c'est-à-dire réussir en fait finalement à s'imposer des limites, un cadre. Donc en fait, en gros, tu as parlé de ce cadre sur le plan environnemental. Donc c'est l'environnement qui doit être propice au travail. Tu parles là maintenant en fait du cadre au niveau du temps, c'est-à-dire le fait de pouvoir séquencer, de pouvoir dire voilà, là c'est un temps pour le travail, là c'est un temps pour manger, là c'est un temps pour aller voir les autres membres de sa famille. Donc réussir en fait à faire ça. On est d'accord aussi pour dire que donc peu importe l'âge de l'élève et même si donc c'est un lycéen, il a quand même besoin aussi, je pense, de ses parents pour l'aider bien sûr, le cadre, les parents, il va falloir aussi que tout le monde dans la maison ait un rythme de vie. Hein. Là, on parle de l'enfant, mais des fois, la famille s'éloigne du rythme de vie lambda. Alors, on n'est pas confiné, mais dans ce travail à distance. Donc, il va falloir qu'il y ait des horaires fixes pour manger, que toute la famille se retrouve quand c'est possible. Et après, dans l'hygiène de vie, on ne travaille pas toute la journée, on n'est pas toute la journée dans sa chambre. Il faut s'accorder un temps pour sortir aller faire du sport. On a toujours dans la journée un moment où on peut aller courir 30 minutes, on peut aller marcher à pied 30 minutes, sortir le chien. Voilà. Tu me fais culpabiliser là. Là mais pas forcément courir, mais s'aérer, sortir de la maison pour aller s'aérer dehors. Chaque jour, il faut se trouver. Alors, on peut le mettre dans un emploi du temps, parce qu'on parlera après de la méthode de travail, mais s'accorder un temps de pause, mais qui est une pause extérieure à la maison.
En fait, c'est un peu finalement ce qu'on retrouve au collège ou au lycée. C'est en fait, de toute façon, l'élève, lorsqu'il rentre en classe, alors donc il y a un temps où il est en classe, et puis après il y a la récréation. Voilà, il y a la récréation. Il y a le temps pour déjeuner. Voilà, c'est ça. Même ne serait-ce que les interclasses, c'est 5-10 minutes de pause, et ça fait du bien, en fait. Oui, voilà, ça aère, on passe à autre chose. Ça aère, ça permet de recharger la batterie attentionnelle. Tout à fait. Donc, dans son hygiène de vie, pensez à un moment où je vais sortir de ma chambre, et pas juste sortir de la maison, sortir de l'appartement. Donc, voilà. Ensuite, dans l'hygiène de vie, alors c'est à la mode en ce moment, aérer sa chambre. Hein, parce qu'au bout d'un moment, ça sent le renfermé, ça sent la transpiration. Donc, aérer, je sors, j'aère ma chambre. Voilà, comme ça, l'air vicié. Alors, en plus, il faut le faire, hein, à cause de la période sanitaire. Puis même en temps... Tu donnes des conseils de vie. Oui, voilà. C'est pas que sur... Non, mais... essentiel. Non, oui, vrai, même en temps normal, voilà, aérer. Et puis, voilà, j'en profite, je vais manger, c'est important. Voilà. Alors après, on va peut-être s'intéresser, donc on a parlé de l'environnement, on a parlé de l'hygiène de vie, les méthodes de travail. Ok. Alors, les méthodes de travail. Oui. Donc, il faut se fixer, parce que se dire, ben voilà, je vais écouter mes visios. Alors, des fois, les méthodes, le temps de travail est imposé, parce qu'on a des visios à écouter, les enseignants ont des heures fixes. Donc là, dans ma grille de travail, c'est imposé. Mais chaque matin, élaborer un tableau de bord avec des objectifs réalisables. Donc de telle heure à telle heure, j'ai ma visio. Ensuite, de telle heure à telle heure, je vais réviser ou faire mes exercices. Donc commencer le matin, je fais mon tableau de bord de la journée. Et ça, c'est important parce qu'au fur et à mesure, je vais barrer ma liste et j'aurai un sentiment de tâche accomplie. Parce que des fois, on travaille et puis au bout, on se dit, j'ai rien fait. Voilà, là, c'est factuel. J'ai barré tant de lignes, bon, il m'en reste peut-être, mais c'est pas grave, je les reporte au lendemain. Organiser son travail, ça c'est particulièrement important. Naviguer à vue finalement, en sachant où on veut aller et puis qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour y arriver. Ça c'est fondamental. C'est fondamental. Distanciel ou pas distanciel, de toute façon c'est plus que rassurant, parce que même nous, encore une fois, en tant qu'adultes, en fait, on a besoin de ça pour savoir en fait ce qu'on a à faire pendant la journée, d'où l'existence des agendas. Donc effectivement, on se dit ok, aujourd'hui je sais que j'ai tout ça à faire, et c'est rassurant en fait. C'est rassurant, c'est rassurant, et ça nous permet de pouvoir effectivement mieux appréhender les tâches de la journée. Et de le poser sur le papier, ça enlève une surcharge cognitive, parce que des fois on se dit il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et puis on oublie, ah mince, j'avais 2 choses à faire. On l'a posé sur le papier, on s'est déchargé, c'est écrit, et après il n'y aura plus qu'à barrer lorsque la tâche aura été effectuée. Donc démarrer sa journée avec une to-do list, finalement, liste de choses à faire, et barrer au fur et à mesure. Et donc ça, c'est une liste générale. Après, quand on va se lancer dans une tâche, mettre un temps. Mettre un temps, estimer un temps, voilà, là pendant 30 minutes, je suis à fond sur ce travail-là. Il y a un début, il y a une fin, on peut même avoir un chrono si ça aide, parce qu'on sait que plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on va prendre de temps. C'est une loi, ça doit être la loi de Parkinson, je crois, au niveau du temps, mais plus on a de temps, plus on va prendre de temps. Donc on va se limiter en estimant combien de temps ça va me prendre. Voilà. Après, tâche par tâche, on va mettre un taux horaire en face. C'est important aussi d'arriver à limiter ce temps. Plus on va avoir de temps pour faire quelque chose, et plus on va prendre de temps pour le faire. Et ça ne veut pas dire que ce sera bien fait. Ouais, ça ne veut pas dire que ce sera mieux fait. Et plus on a de temps aussi pour le faire, et plus on va attendre avant de le faire aussi. Oui, ça, et puis papillonner, y revenir, etc. Ça, c'est pour la fin de la semaine. Tranquillement, je le ferai après. Effectivement, hop, tout ça en fait s'accumule, et à la fin, on se retrouve en fait à devoir tout faire en speed, parce que on n'a pas réussi en fait à bien organiser notre travail. Donc dans la notion du temps, il y a vraiment le début, une fin, et mettre un chrono. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on sait qu'on va toujours reporter ce qu'il y a de plus difficile à faire. On va toujours quelque chose qu'on n'aime pas, par exemple, je ne sais pas, si on a maths français, on préfère le français, on fera les maths après. C'est pas bien. Il vaut mieux commencer par les maths, sa journée, et se donner à la fin une petite récompense. Voilà, j'ai passé 40 minutes sur mes maths, ma petite récompense, ça va être de sortir de ma chambre, de faire une petite pause, regarder une petite vidéo, je sais pas, un truc que j'aime bien, et hop, je vais me mettre après à faire le français que je préfère. Bon, c'est un exemple. Mais il vaut mieux commencer par les choses difficiles. Ça, c'est
Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que moi, il y a deux écoles, mais du coup, toi ce que tu recommandes, c'est plus on commence par ce qu'on aime le moins, en cas parce qu'il est le plus difficile, pour ensuite s'accorder un temps de récompense. J'ai pas forcément dit ce qu'on n'arrive pas à faire. Ok, ce qu'on aime le moins. Oui, ce qu'on aime le moins, qui nous paraît difficile, mais qu'on est quand même capable de faire en autonomie. D'accord. Oui. Voilà. Ensuite, un autre conseil sur le temps. On sait, il y a la loi de Pareto qui nous dit que 20% de nos actions produisent 80% de résultats. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, qu'on va passer beaucoup de temps à faire plein de choses et que finalement l'efficacité, elle sera liée à peu de choses qu'on a faites. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Ça veut dire qu'on peut passer beaucoup de temps, je ne sais pas, par exemple, on a un exercice, on va lire l'exercice, on va le relire, on va souligner, on va perdre beaucoup de temps sur la forme et on va s'éparpiller, aller chercher des informations, etc. Et puis finalement, on va être efficace sur 20% du temps. Voilà, donc en fait, il faut aller à l'essentiel directement pour se trouver efficace. Sinon, on va avoir l'impression qu'on perd du temps. J'espère que vous notez tous ces conseils parce qu'effectivement, ce sont des conseils de méthodologie pour effectivement justement pour réussir en fait à travailler de façon efficace. Moi, j'ai l'impression que ce qui est vraiment le plus difficile pour ces ados, hein, et c'est tout à fait normal, c'est justement de s'appliquer. Oui. Justement en fait cette rigueur, de s'appliquer en fait cette hygiène de vie. Alors déjà de toute façon hygiène de vie de façon générale, hein. Mais c'est vraiment en fait par rapport au travail. Je sais pas du coup si t'as vu ou pas la vidéo, ou je sais pas si vous avez vu la vidéo, elle est juste trop marrante, du prof d'espagnol qui donc fait cours à ses élèves, et en fait donc les élèves en fait ont la caméra qui est éteinte. Et à un moment donné, il y en a un, sans faire exprès, en fait, sa caméra elle s'allume et en fait il est dans son lit en train de dormir. J'ai l'impression que c'est un classique, oui. Ouais, c'est un classique. Comme ça, tu comptais présent. Exactement. Mais bon, en fait, j'écoute rien. C'est pour ça que je disais, je reste pas couchée pour écouter ma leçon. Je me lève, je m'habille. Ça fait partie d'une dynamique de mise au travail. Hein. Et d'où le fait, je pense, de rappeler que ce qu'il y a d'important aussi, alors certes, la façon de travailler, donc là, elle est différente de ce qu'on connaît normalement. On est tous d'accord pour dire ça. Et comme justement elle est différente, on n'est pas habitué à ça. Et comme on n'est pas habitué à ça, on accepte normalement que les choses ne se fassent pas parfaitement, encore une fois. Ok, on apprend en fait là pour le coup, vraiment on apprend sur le terrain à essayer de s'adapter à cette nouvelle façon de faire, en tout cas pour l'instant, pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas de notes, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas de moyenne, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas le bulletin, et que du coup, on ne se pose pas les questions par rapport à l'orientation scolaire. Oui, non, les notes continuent, l'évaluation continue. Ça, c'est super important. C'est pour ça qu'il faut être le plus efficace possible dans son travail. Hein. Et c'est pour ça que les parents ont aussi leur rôle à jouer, hein, de guide, de gardien du temps aussi. C'est beau. Voilà. Après, ça dépend des relations qu'on a avec son enfant. En général, le lycéen, ils demandent de l'autonomie, ils veulent être tout seuls, mais c'est vrai que c'est une période où ils ont besoin d'être aidés. Ils veulent être tout seuls parce qu'en fait, ils ont la flemme quand leur prennent la tête. Ils veulent être tout seuls parce qu'ils ont la flemme quand leur rappelle ce qu'ils ne savent pas faire encore correctement. Mais c'est normal. En fait, alors déjà, même pour un lycéen, c'est normal que des parents supervisent un petit peu, regardent en fait en gros comment ils travaillent ou pas, qu'éventuellement les parents donnent des conseils. Enfin, moi du coup je me mets à la place des parents. N'attendez pas forcément en fait que votre enfant il soit à 100% autonome, et ce n'est pas un échec si en seconde ou en première ou en terminale même il n'est pas à 100% autonome, c'est pas grave. C'est qu'il a quand même en fait encore besoin de conseils, de soutien, d'encouragement pour vraiment en fait continuer de travailler comme il le faut. Et alors du coup encore plus si là vraiment en fait il s'agit d'un élève de collège ou de primaire. Je parle parce que je sais qu'il y a dans certains pays ça se fait aussi en distanciel, donc même en fait avant le lycée. Évidemment, en fait, qu'un ado ou un enfant, il ne sera pas géré tout seul. Non, ce qu'on dit là, un enfant de l'école primaire ou un collégien ne peut pas le faire tout seul. Hein. Déjà, pour un lycéen, c'est compliqué. Donc, un petit, non, c'est les parents qui vont faire les petites listes avec l'enfant. Mais il y aura peut-être même pas de liste sur la journée avec un petit. Hein. Ça sera des petites listes au fur et à mesure de la journée. Et puis, des temps de pause beaucoup plus grands. Hein. Oui.
Donc en fait tout ça pour dire que donc en gros là ce soir c'est voilà il y a des conseils, mais en fait finalement ce sont des conseils donc pour les lycéens, mais aussi pour les parents. Ah bah tout à fait. Pour que justement en fait ils sachent un petit peu aussi qu'est-ce qu'ils peuvent attendre comment driver l'enfant, comment l'aider, lui donner des conseils, etc. Donc la gestion du temps est particulièrement importante, hein, c'est ce que je disais, parce que sinon ce temps sur une journée paraît infini, puis en même temps très court. On a une impression qu'on a le temps, puis en même temps à la fin de la journée on peut avoir l'impression qu'on n'a rien fait. Donc, d'où les listes, d'où aller à l'essentiel, se faire une liste de priorités, être efficace, on a dit. On n'a pas dit, mais aussi effectuer un travail en continu, plutôt que de le morceler. Si j'ai une leçon à apprendre, bah, je vais l'apprendre d'un coup. Je ne vais pas l'apprendre 5 minutes, puis 5 minutes, puis 5 minutes. Je vais rester un quart d'heure sur ma leçon. On sera plus efficace. Hein. Donc, ça, c'est important. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors, face aux méthodes de travail, c'est important aussi de ne pas se retrouver tout seul. Alors, on parlait des parents, mais on peut aussi parler des pairs. Alors, les pairs, ça va être les camarades. On peut avoir un binôme de travail. On disait tout à l'heure mettre le téléphone à distance, mais le téléphone, alors c'est pareil, on s'adresse à des lycéens qui arrivent à avoir un certain degré de maturité, qui arrivent à s'autocontrôler, ce qui n'est pas simple, mais on peut avoir des rendez-vous avec un camarade pour travailler à deux. Hein, ne pas rester aussi isolé, s'appeler et puis s'interroger à distance avec le camarade, ça peut motiver aussi. Donc les pairs, faut pas les oublier, on les voit pas, mais on peut à distance travailler ensemble aussi, hein, via toutes les plateformes, hein, Zoom, via, je sais plus, mais voilà, Teams, voilà. Ouais. Donc on peut se donner un rendez-vous de travail à distance aussi. Hein. À l'université, ils le font beaucoup. Hein. Donc, et pareil, pour pas s'éparpiller, il faut se donner un objectif. Ben, on est là, on va réfléchir ensemble, on va par exemple s'interroger sur la leçon ensemble pendant un quart d'heure. Puis après, on papotera pendant un quart d'heure. Vous voyez, il faut arriver à se faire son propre gendarme. Donc c'est compliqué. C'est très très compliqué, c'est très très compliqué. Et surtout, bah, voilà, tu vois, typiquement là, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser en fait aux étudiants, parce que c'est vrai que bah, les étudiants eux aussi, en fait, hein, donc ils ont voilà, des cours en distanciel. Et c'est vraiment vraiment pas évident, donc même pour des étudiants, donc là en fait on n'est même plus d'âge lycéen, hein, c'est là vraiment en fait on parle d'étudiants, donc de gens qui sont majeurs, c'est compliqué. Mais j'irais même plus loin, hein, même pour un adulte qui doit écouter une visio sans interagir, bah, au bout d'un moment on décroche et puis même on arrête, on peut couper sa caméra, aller boire un verre, revenir, un verre d'eau, revenir. On coupe. C'est dur hein, de maintenir son attention sur des visios quand il n'y a pas d'interaction. Hein. Et du coup j'ai l'impression que ce qu'il y a aussi de très très compliqué finalement, c'est tout ce qu'il y a, mais alors à côté en fait du travail. Comme... Et c'est tout à fait normal. Là, les ados et les jeunes adultes, en fait, ont l'impression d'être totalement lésés et qu'on est en train de leur voler leur jeunesse, hein, parce que on est privé à peu près de tout comme loisir, on va dire ça comme ça. Donc finalement, en fait, ils ont vraiment l'impression d'être coincés dans quelque chose qui en fait ils n'ont pas justement cette récompense. Tu sais, tu disais voilà en fait on travaille puis après en fait on a cette récompense et là pour le coup bah là en fait un étudiant donc alors oui il va essayer en fait de rester connecté effectivement donc avec d'autres camarades de promo par exemple pour travailler, ce qui est juste excellent parce que ça ne peut que le motiver. Et puis bon bah après du coup une fois le cours fini voilà j'ai rien d'autre en fait à faire. Oui. Et ça du coup ça c'est super compliqué pour eux à vivre. Mais là, pour le coup, limite, je rejoindrais en fait ce que tu avais dit aussi par rapport à l'hygiène de vie. Ça veut dire que de toute façon, pour que le travail soit efficace, il faut aussi une bonne hygiène de vie. Oui, c'est ça. Et sortir de la maison à un moment donné. Hein, le couvre-feu est à 18h. On peut, pendant ce laps de temps, entre le matin et 18h, je le disais, je faisais courir. Voilà, il faut sortir. Il faut sortir. Hein, ça vivifie, ça redonne un coup de fouet, on repart sur autre chose, il faut sortir. Et là, pour le coup, si c'est trop difficile, par exemple, pour les ados, si c'est trop difficile pour vos enfants, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter en fait, à intervenir. C'est que, et puis, en fait, on va toujours, selon moi, hein, en tant qu'adulte, on va à la pêche aux infos. Ça veut dire qu'on n'attend pas forcément que l'ado en fait, se plaigne de quoi que ce soit. Parce que c'est normal, l'ado, il n'aura pas forcément envie en fait, de venir vous voir en, fait, en disant « Bah mince, non, là, vraiment, par exemple, je n'y arrive pas dans telle matière. » là j'ai du mal à m'organiser. Lui, moins en fait on s'occupe de ses problèmes et mieux il se porte. Donc c'est à nous en fait en tant qu'adultes d'être attentifs à tout ça et de justement mettre le nez un petit peu dans ce qu'il fait pour s'assurer que tout se passe justement au mieux à tous les niveaux d'ailleurs. Oui.
Alors, on va peut-être parler de l'attention maintenant. Oui. On parlait d'écouter des visios, parce que dans l'enseignement à distance, il y a beaucoup de vidéos à écouter. Les enseignants vont faire des cours à distance, donc c'est beaucoup de l'écoute, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc pour être attentif, on sait que le temps maximum d'attention, il est de 45 minutes, et là, c'est quand on est au top. On reste 45 minutes, et puis on va décrocher, on va revenir. C'est normal de décrocher. On le sent d'ailleurs quand on décroche. Je pense qu'on l'a tous vécu. À un moment donné, on écoute, et puis mince, on se dit ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et hop, on se remobilise et on repart. Ça nous est tous arrivé. Oui. Oui. Sauf pendant le neurolive, évidemment. Oui, voilà. Donc, ça, il faut déjà que l'enfant en ait conscience. Je décroche, qu'il se connaisse un petit peu, je décroche. Alors, alors, on va pas dire comment ne pas décrocher, puisque décrocher, c'est normal. C'est normal. Déjà, en avoir conscience. Parce que des fois, on va rester face à l'écran et ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure. On a les yeux dans le vague. Et puis, surtout, par exemple, tout à l'heure, tu disais un lycéen qui est couché, qui allume le cours d'espagnol. On se laisse bercer par la voix, surtout par une langue étrangère, on ne comprend pas tout. Bon, voilà, c'est doux, c'est tranquille, mais au bout du compte, on n'en a rien retenu. Donc, comment se remobiliser? Alors, il y a plusieurs astuces. Déjà, il faut se connaître, sentir que cette attention part, et puis être capable de raccrocher. Donc, physiquement, on va se remettre en posture d'écoute. Donc, on va se redresser, on va ancrer les pieds sur le sol, par exemple, se poser des questions. Ah bah, qu'est-ce qu'il vient de dire? Est-ce que j'ai bien compris? Être actif face à une écoute passive. Parce qu'on est passif forcément, mais dans sa tête, se poser des questions, s'obliger à pas juste être dans l'écoute et juste subir. Donc ça, c'est important, s'auto-poser des questions. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que j'ai bien compris? Ensuite, une écoute active, ça veut dire prendre des notes. Alors, prendre des notes, ça peut être en notant des mots-clés, ça peut être en faisant des petits schémas. Être acteur de ce qu'on écoute. Ça, c'est important. Sinon, au bout d'un moment, il y a un petit ronronnement sympathique, qu'endort, et on n'est plus dedans. Donc, il faut être acteur. Alors, être acteur, je vous l'ai dit, c'est la prise de notes, c'est la posture physique où on se reprend. Après, ça peut être important aussi d'avoir un verre d'eau. Voilà, hop, je me réhydrate. Je travaille sur ma respiration aussi. Je fais une petite pause parce que je vois que je n'en peux plus, parce que des fois, on n'en peut plus d'écouter. Je fais une petite pause, je me cale sur ma respiration. On appelle ça la cohérence cardiaque. On fait un petit exercice de respiration et puis on repart. Même si on a loupé 5 minutes, mais ça nous permet après de repartir sur la vidéo. On pourra de toute façon souvent revenir en arrière. Et si on n'a pas... Même en classe, un enfant décroche. Donc on peut noter aussi des questions qu'on a à poser. L'enseignant, si on a souvent après, il y a un chat, on peut envoyer des mails, il y a des plateformes pour échanger, on pourra lui poser des questions si on a eu des petits moments d'absence. Donc ces moments d'absence, ce que je voudrais dire, c'est qu'ils sont normaux. Il faut simplement apprendre à les gérer et à repartir, comme une batterie qui s'essouffle, et hop, on se rebooste et on repart. Rien à voir avec les barres de chocolat. Et pourquoi pas? Non, mais je rigole. Mais j'enchaîne, mais pourquoi pas? Ouais, non, oui, non, mais si, ça va avec. Sûr. Et d'ailleurs, la pub, elle est faite parce que... Ouais, c'est vrai. Voilà, on peut aussi, lors d'un examen, on conseille tout le temps aux élèves d'avoir un petit encart parce que quand on va suivre, passer un examen pour 2 heures, pour 3 heures, même des fois 4 heures, il faut faire une pause, on ne peut pas tenir. Et puis même on va même à un moment donné disjoncter et puis faire des bêtises, des fautes, des erreurs d'inattention. Donc on dit toujours qu'il faut avoir sa petite barre de chocolat, sa petite bouteille. Et donc tout à l'heure, tout au début, on parlait de l'environnement de travail, mais l'environnement de travail, ça veut dire avoir sa petite bouteille d'eau, avoir sa petite barre de chocolaté, et hop, voilà, ça va remobiliser sur l'attention. C'est important tout ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, on l'observe, normalement, en fait, lorsque les élèves sont en examen, la plupart, en fait, justement, vont apporter cette bouteille d'eau. Oui, et c'est pas toléré. Le mot toléré, il va pas. Moi, je dirais que ça devrait même être imposé. C'est normal. Conseillé et nécessaire. On peut pas être efficace pendant 3 heures sur une attention soutenue. C'est pas possible. On le sait, c'est au niveau des neurosciences, c'est prouvé. Mais justement, alors du coup, c'est pour ça, donc par rapport en fait à l'attention, donc là, on est d'accord que normalement, alors n'importe qui, donc on a en fait une batterie
On on va dire ça, peut prendre comme image une batterie voilà, intentionnelle. qui se décharge plus ou moins rapidement en fonction de comment, en fait, justement, on fonctionne et comment on a été habitué à travailler. Et du coup, donc, normalement, en fait, on a besoin d'un temps de pause pour recharger, en fait, cette batterie. Et c'est ce que, justement, en fait, naturellement, on fait finalement à l'école parce que il y a la récréation, il y a la pause déj, il y a les interclasses, tout ça, en fait, ça permet de recharger la batterie et même, en fait, au sein même donc d'un cours. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter. Même au sein même d'un cours, l'enseignant construit son cours pour qu'il y ait des moments d'attention soutenue. Après, ne serait-ce que coller une feuille, découper, et bien, hop, c'est une activité de rupture, on appelle ça, au niveau de l'attention. On est démobilisé pour mieux repartir. Donc ça, à la maison, faut se trouver des moments où on va se relâcher. Donc la pause, je sors de la chambre, je vais dans une autre pièce, je descends si j'ai une maison à étage, je fais autre chose et hop, je repars. Et évidemment, par contre, du coup, on le dit, par contre, si c'est à l'excès, on ne sait pas bon non plus. Donc l'élève qui est là et qui toutes les 5 minutes trouve une excuse. Non, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on fractionne un travail en plein de petits morceaux, on est beaucoup moins efficace. Donc c'est pour ça, c'est bien de se mettre un chrono de départ. Il est 15h10, je travaille jusqu'à 15h40, mais je ne m'arrête pas. Et puis j'aurai ma pause après, ce qu'on va appeler la récompense. Le cerveau fonctionne beaucoup en récompense. Donc il est capable, après c'est des méthodes de travail. Alors il faut se connaître, parce que là je ne sais plus le laps de temps que j'ai donné, c'était peut-être 30 minutes. Il y a des élèves qui vont travailler moins, peut-être un quart d'heure, et puis d'autres sur 1 heure, et puis pause, etc. Donc il faut se connaître, et ça, se connaître, c'est petit à petit, c'est avec le temps. Alors c'est comme, typiquement, en fait, justement, se connaître. Par rapport aux capacités attentionnelles, tu sais, tu as certains élèves en fait, qui vont dire moi j'arrive à mieux faire attention lorsqu'à côté je fais aussi autre chose. Ou par exemple j'écoute de la musique, je sais qu'il y a un bruit à côté. Ça c'est pareil, alors du coup qu'est-ce qu'on peut dire aux alors parents on peut rien conseiller parce que alors, on peut rien et tout conseiller parce que ça dépend vraiment de l'enfant. Tout à l'heure, on parlait d'un environnement calme. Environnement calme, ça veut dire pas de distracteur au niveau visuel, c'est-à-dire on n'est pas dans une pièce de passage, il n'y a pas de distracteur au niveau du bruit, l'environnement est calme, mais après c'est vrai qu'il y a des enfants qui préfèrent travailler avec une musique, mais c'est eux qui auront choisi cette musique. Donc c'est pas pareil que tout d'un coup dans la maison, il y a du bruit, il y a l'aspirateur qui cogne derrière la porte, il y a le petit frère ou le grand frère qui met sa musique à fond. C'est pas la même chose. Donc, il faut faire le distinguo. On peut travailler avec de la musique. Il y en a qui ont besoin de ça pour régler leur attention au niveau d'un certain rythme. Ça les aide, on le sait. Ouais, ça surstimuler justement leur cerveau. Alors, on est encore plus actif dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc, quand on dit calme, ça veut dire pas de perturbation extérieure. Voilà, parce que des fois, c'est vrai, il y a des parents qui arrivent en disant c'est pas possible, comment il fait pour travailler avec de la musique. Et puis finalement, on voit que ça fonctionne parce qu'il connaît son cours, il a des bons résultats. Donc, on peut faire confiance à l'enfant. Après, il faut voir si ça lui correspond. Parce qu'il y a d'autres enfants qui ont besoin d'un environnement calme, sans aucune stimulation dans sa chambre, notamment si on est sur un TDAH. Là, il faut rien sur le bureau, il faut rien sur les murs de la chambre. Voilà, donc ça dépend des enfants. Donc, c'est dur de dire il faut faire ci ou faire ça. Bien sûr. On est sur de l'humain et chaque enfant, heureusement, est différent. Et le parent peut aider l'enfant à se connaître, justement. Voir, il y avait de la musique... Il dit qu'il apprend, après il revient, il récite sa leçon, ça marche pas. Voilà, l'aider à se connaître. Du coup, merci de le préciser parce qu'effectivement, moi je pense que ça rassure, ça déculpabilise aussi les personnes en fait, en se disant, il n'y a pas forcément une seule façon de faire. Déjà, il faut se connaître, effectivement. Et puis on a le droit aussi en fait d'essayer. On a le droit d'essayer. Bien sûr. On si ça marche. Parce qu'on dit il faut se connaître. On va se connaître par essai. Essai réussite, essai erreur. Là dans la maison, si je parle de ma maison, il y a 4 enfants. Il n'y en a pas un qui travaille de la même manière. J'ai mon fils qui travaille avec de la musique. Au début, je me disais mais c'est pas possible avec son casque. Et puis scolairement, il fonctionne bien.
C'est dur de le laisser assis à son bureau, mais maintenant il est vieux, hein, vieux, il a 20 ans, mais il est rarement assis à son bureau. Par rapport à ce que je disais, hein, avoir une bonne posture physique, mais il a sa posture à lui, sa posture de travail, et il en récite. Voilà. Et puis, ma fille, là, qui est au bac, hein, justement, cette année, elle a son bureau beaucoup plus classique, hein, et pas de musique. Voilà, s'il y a du bruit, elle n'aime pas. Donc, voilà, 2 exemples, 2 fonctionnements différents. Donc, c'est pour ça. Non, mais c'est génial, en fait, de le dire, parce que, du coup, encore une fois, en fait, je trouve que ça soulage, en fait. Et puis, ça soulage aussi les parents d'entendre ça. Parce que tu as souvent des parents, en fait, on a des modèles dans la tête. Hein. Ouais. On a des modèles, la chambre carrée, pas de bruit, voilà. tout bien rangé. Et puis finalement, des fois, les enfants ont un désordre, mais rangé pour eux, où ils vont s'y retrouver. Et si ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, il faut leur faire confiance. Mais à surveiller quand même. C'est ça. Ça, par contre, ça on reste quand même. C'est, l'adulte doit quand même, en fait, avoir un petit regard. Regarder. De toute façon, on sait ce qui est pas bon. C'est le téléphone portable à portée qui va distraire tout le temps. C'est les jeux vidéo, la télé dans la chambre, l'ordinateur avec toutes les vidéos qui n'ont rien à voir avec le scolaire à portée de main, qui vont être des aimants pour l'enfant. Donc là, il va falloir l'aider. Donc l'aider, des fois, ça va être retiré. Hein. La console de jeu dans la chambre, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est des fondamentaux. Le téléphone portable... la nuit, c'est pas une bonne idée non plus. Voilà, parce que après, ça reste des humains, hein, tout simplement. Où, tiens, on n'a pas eu la réponse du petit copain, de la petite copine, on va rallumer le téléphone à 1h du matin, alors qu'on voulait pas. Donc, s'il est ailleurs, c'est mieux. Voilà. Donc, ça, c'est les fondamentaux. Alors après, évidemment, on le dit aussi, hein, c'est que parfois, l'enfant ne peut pas. L'enfant fait des crises, l'ado pète un câble et dit non, tu ne touches pas à mon téléphone. Oui, parce que c'est la vie privée, c'est le problème. Le téléphone, c'est un gros problème pour les parents, hein, pour gérer le téléphone. C'est à la fois un outil fantastique pour plein de choses, et puis à la fois un outil... je ne sais pas comment dire, terrifiant, source de conflit. C'est très compliqué de gérer le téléphone portable. C'est très, très compliqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, du coup, lorsqu'on a un ado en face de nous, en fait, on va essayer de le rassurer en lui disant que, justement, en fait, on ne veut pas le priver de quoi que ce soit et qu'encore une fois, en fait, finalement, on part de certaines... je sais pas moi, de certains points en fait, où on est d'accord tous ensemble pour dire que bon, voilà, là, le téléphone, je n'y touche pas. Ici, c'est là. Tu viendras le prendre en fait quand tu voudras. Là, je vais simplement en fait m'assurer que tu vas bien travailler. Tu me montres du coup comment tu as avancé par exemple tel cours. Et à ce moment-là, pas de souci. Enfin, après, c'est ton téléphone justement. Oui, bien sûr. T'en fais ce que tu veux. Oui. Mais c'est vraiment en fait pour le rassurer en disant je ne veux surtout pas en fait venir imposer quoi que ce soit. Je veux surtout pas faire preuve d'autorité. Entre guillemets, de façon vraiment juste en fait injustifiée, inadaptée. C'est vraiment voilà, c'est pour ton bien en fait. Bon, après, je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'encore une fois, lorsqu'en face vous avez un ado de 14-15 ans qui ne vit que par justement son téléphone. C'est sa vie, le téléphone, c'est sa vie. Et bien entendu, c'est ce que tu dis. Le mieux, c'est le dialogue, c'est lui expliquer pourquoi. On peut lui expliquer que l'importance du sommeil, que le cerveau, si je prends une image, se régénère la nuit, et donc le sommeil est fondamental, que si on regarde son téléphone avant de s'endormir, il y a une lumière bleue qui va envoyer un message au cerveau comme quoi c'est le jour, et du coup ça va le dérégler. Donc il faut lui expliquer. Faut dialoguer avec lui. Donc, ça dépend de l'ado qu'on a en face. Donc, il y a des ados qui vont être plus dociles que d'autres. Et puis, d'autres fois, ça sera effectivement des sources de conflits. Et ça va être compliqué. Hein. Le truc, c'est de ne pas rentrer dans une addiction. Moi, en tant que prof, là, cette fois, je vais parler en tant que prof. L'autre fois, on avait une réunion avec des parents par rapport à un élève. Et puis, l'élève, au fur et à mesure de la discussion, on se rend compte... qui rallume son téléphone à 2h du matin, à 3h du matin, et que finalement, il dort par intermittence parce que le téléphone fait bip bip et il répond aux copains qui sont de l'autre côté. Donc, les parents étaient sur une confiance, mais la réunion a permis de voir l'enfant s'endormir en classe. Donc, les parents ne comprenaient pas pourquoi, et puis finalement, il s'est trahi... au détour d'une réponse où on a compris que le téléphone n'était pas éteint. Donc, le mode avion, lui donner déjà... des rituels, mais c'est pas si simple que ça. Donc les parents vont accompagner, mais bon,
Ça dépend de l'ado. Ouais, Hein. c'est sûr. Mais il faut être vigilant parce que le sommeil est très important pour être efficace dans les apprentissages le lendemain. C'est clair. Le sommeil, c'est primordial. Et malheureusement, on ne peut pas faire si confiance que ça à l'adolescent par rapport au téléphone. C'est l'expérience qui parle, hein, l'expérience en tant qu'enseignante, en tant que maman, parce qu'on a eu aussi, je disais qu'il y avait 4 enfants, on a eu des déboires aussi, et à un moment donné, il y en a un des 4, le soir, c'est tu poses ton téléphone, voilà, tu t'auto-gères pas, on n'arrive pas, tu le poses le soir, tu le récupères le matin. Voilà. Mais c'est normal. Moi, je pense qu'en fait, c'est normal, finalement, en fait, si l'ado essaie de gruger, c'est normal si l'ado ne dit pas toujours la vérité, c'est normal si l'ado n'est pas transparent vraiment, en fait, par rapport à ses propres difficultés sur comment il travaille et comment il voit sa réussite scolaire. Justement, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile, par exemple, pour les ados là, d'aujourd'hui, qui sont mais constamment contrôlés, parce que ils n'ont même pas le temps, en fait, ils ont une mauvaise note. Ils n'ont même pas le temps en fait d'essayer de trouver une excuse pour venir le dire aux parents, que c'est déjà sur École Directe, que c'est déjà sur leur ENT. Et donc, en fait, ou par exemple, je sais pas, il a fait telle bêtise en classe, il a été exclu, il a été viré. Tout de suite, les parents en fait, sont au courant. Donc, c'est compliqué pour les ados d'aujourd'hui. Donc, s'ils cherchent à avoir un peu de liberté, en tout cas à leur niveau, je trouve ça plus que normal. Et je trouve ça aussi finalement normal que les adultes n'aient pas à 100%. C'est dur, hein, ce que je veux dire, mais c'est vrai en fait. Ouais, et puis qu'ils n'aient pas non plus en fait à 100% confiance par rapport à leur ado. Alors évidemment, on est d'accord pour dire ça dépend de quoi on parle. Oui. Mais je veux dire, enfin nous-mêmes en tant qu'ados, on était comme ça et de toute façon, si l'ado dit qu'il va rentrer je sais pas, moi je trouve à 17h, mais qui rentre à 17h15 ou qui rentre à 17h30 et qu'il ne le dit pas forcément aux parents qui sont encore au travail, c'est un ado en fait. C'est un ado et raison de plus pour que justement les adultes fassent un peu plus attention. Parce que la plupart du temps, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les parents en fait, vont constater que l'ado a du mal à se débrouiller par lui-même. Et puis après, ensuite, ils viennent du coup voir soit l'enseignant, soit le professionnel, en disant il y a plein de problèmes, là du coup il travaille pas, là il m'a pas dit la vérité, là ben ouais mais c'est normal. C'est normal en fait parce que c'est un ado. Donc là par contre du coup c'est aux parents aussi en fait d'assurer leur rôle de parent et de dire voilà on face à nous en fait on a un ado justement, c'est-à-dire que c'est pas un adulte, il n'est pas encore à 100% responsable, il n'a pas encore totalement conscience des enjeux ou de quoi que ce soit, donc c'est à nous en tant qu'adultes justement de lui expliquer tout ça et de lui montrer un peu comment il faudrait faire pour qu'il s'améliore. Tout à fait. Et un ado va se construire aussi en transgressant les règles, justement. Oui. Et le problème que tu soulèves, c'est qu'on est dans un hyper-contrôle. En direct, on sait tout ce qui se passe. On a un SMS du collège. Il n'y a plus de liberté, comme tu dis. Et avant, effectivement, on pouvait faire des petites bêtises et puis les parents n'étaient pas au courant. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont sous contrôle des parents. On s'inquiète beaucoup plus rapidement dès qu'on ne sait pas où il est. Des fois, on a même un repérage... oui, GPS. Un GPS pour savoir où est l'enfant. Mais on en arrive, c'est sûr, à des extrémités où il n'y a plus le petit jardin secret, etc. Oui, c'est vrai. Ouais. On s'éloigne du sujet. C'est vrai, on est parti dans... Non, mais là, on est là en train de bons conseils. Oui. Non, mais il faut laisser la place au jardin secret. Mais justement, pour se raccrocher au sujet, comme en plus on est dans une période où les ados sont sous contrôle à la maison en distanciel, c'est encore pire. La marge de liberté se restreint encore plus, hein. C'est sûr. Ouais. C'est vrai. Justement, alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste encore deux points, c'est ça, comment réviser quand on se retrouve tout seul face à sa feuille? Alors, pour réviser, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. C'est la mémoire déjà. Comment apprendre? Alors, comment apprendre? On sait que les techniques pour apprendre, il y en a plusieurs. Faut les connaître. Ça sert à rien, par exemple, de réécrire une leçon 10 fois, 20 fois, 20 fois, j'exagère, mais de réécrire sa leçon de manière passive. Toutes ces techniques-là ne servent à rien. Il y a une courbe de l'oubli qui est la courbe d'Ebbinghaus qui dit que lorsqu'on apprend quelque chose, il faut des répétitions espacées dans le temps, quel que soit l'âge.
C'est-à-dire que j'apprends quelque chose à un moment T, je vais réviser très vite, donc je sais pas, le soir même, puis après je vais espacer mes révisions. C'est-à-dire je vais réviser au bout d'une semaine, puis au bout d'un mois, puis au bout de 3 mois. Donc au début on révise très près de la source, puis après on espace. Donc ça c'est une technique qui marche bien. On sait que en fait plus on va répéter quelque chose, plus ça va s'ancrer au niveau neuronal. Et plus l'accès, quand on va vouloir récupérer l'information, l'accès va être rapide. Donc c'est important d'avoir une technique lorsqu'on apprend pour réviser régulièrement la même chose en espaçant dans le temps. Donc il y a des outils qui existent. Il y a des outils numériques. Alors, je peux donner un exemple. Il y a un logiciel qui s'appelle Anki. Je ne sais pas si tu connais. Non. Anki, en japonais, ça veut dire mémoire. Donc, c'est des petites cartes qu'on peut se programmer en se posant des questions. Je ne sais pas, sacre de Charlemagne, des dates comme ça. Et puis, on se les programme. Et le logiciel va nous reposer les questions. Il est intelligent, le logiciel. Quand on va se tromper, les cartes vont revenir plus fréquemment. Donc, ça peut être utilisé pour toutes les disciplines. Donc, on se programme ces cartes en maths, ces formules de maths, où on se pose des questions. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est? Le réciter ou un exercice type. Et le logiciel, moins on y arrive, plus la question va revenir fréquemment. Donc, il faut s'en programmer. Et le fait de se programmer ces cartes, c'est déjà un exercice de mémorisation, de se poser soi-même des questions sur le cours. Donc ça, au niveau de la mémoire, c'est vraiment, lorsqu'on apprend, c'est important de planifier ces moments d'apprentissage. Voilà. Très bon conseil. Oui. Ouais, non, c'est vrai. Vraiment. Anki, tu dis? Anki, A-N-K-I. Okay. C'est gratuit. Il y en a d'autres. Celui-là, parce qu'il est facile d'accès. Oui, parce que tu es actionnaire aussi sur... Oui, voilà. Ça je ne le dis pas. Après, lorsqu'on révise, on est toujours sur l'histoire d'avoir une posture dynamique. Donc, une posture dynamique, tout à l'heure, je disais, face à une vidéo qu'on écoute, avoir une posture dynamique, lorsqu'on révise, c'est pareil. Donc, ça veut dire ma phrase, elle va pas, se poser à soi-même des questions. Donc, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je peux me reformuler ce que je viens de lire? Se faire des cartes mentales. Alors les cartes mentales, c'est soit avec des mots-clés, et puis on fait du lien, parce que des fois on va apprendre des notions, et puis on va pas arriver à faire du lien entre elles. Alors je prends un exemple en maths, parce que je suis prof de maths. Donc par exemple, j'apprends Thalès. Thalès, je peux me faire un petit dessin en géométrie, puis je peux me le décliner, c'est un rapport avec la proportionnalité. Ça a un rapport avec, je peux me faire une petite histoire autour de Thalès, à quoi ça va servir? Donc ça va servir à mesurer une distance qui au départ n'était pas mesurable directement, par exemple. Voilà, donc ma carte mentale, elle va explorer tous les champs du possible par rapport à la notion que je suis en train d'apprendre. Donc ça peut être un résumé de cours, la carte mentale, ça fonctionne bien, c'est pratique. Pour ceux qui sont un peu plus artistiques, je peux faire des jolis dessins. Je peux passer du temps sur la forme, ça va m'aider aussi à retenir le contenu. Donc c'est important. Ensuite, lorsque je révise, donc on a parlé des cartes mentales, on a parlé d'Anki là pour la mémorisation. Avoir une lecture où je vais à la fois repérer, je vais à la fois annoter et résumer. C'est-à-dire sur mon texte, je ne vais pas être passif, je vais prendre mes fluos. Je vais surligner les mots importants, mettre des petites notes à côté, et puis à la fin, résumer en cachant tout, faire un petit effort. Je mets de côté mon cours, qu'est-ce que j'ai retenu de ce que je viens de lire, être acteur, c'est important. Et puis, me poser des questions, faire ce qu'on appelle de la métacognition, vérifier. Alors ça, c'est pour ça que je parlais de pair aussi, pour réviser. Avec un camarade, on peut jouer à deux, il y en a un qui fait... le prof qui interroge sur la leçon, on peut se mettre d'accord, se faire des petites séances de visio où on s'interroge. Voilà, ça peut être un bon truc aussi pour réviser. Voilà. D'excellents conseils. C'est des petits conseils, mais qui sont très importants pour les techniques d'apprentissage. Ouais, effectivement, carrément. Ça, et puis donc, effectivement, comme tu l'as dit aussi, c'est faire attention un peu au temps qu'on se laisse pour réviser.
Ça se prépare finalement en une révision. C'est pas évidemment réviser la veille le lendemain. Non, bon, ça fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle bachoter. Évidemment, j'ai le bac demain, donc la veille je révise. Oui, je vais pouvoir recracher les trois connaissances, mais je serai pas dans la compréhension. Je serai sur du superficiel et ça va pas fonctionner si je suis sur de l'analyse, etc. Donc le bachotage ne fonctionne pas. Il faut, si on a le bac à la fin de l'année, alors là le bac il est un petit peu, il sera passé un petit peu autrement, mais il va rester certaines épreuves, notamment la philo. C'est réviser petit à petit. Donc ça veut dire se faire un programme. Donc dès maintenant, je prends les grandes notions du chapitre et puis, alors je les connais pas, je ne connais pas le programme de philo, mais je me mets mes thématiques et puis j'espace dans le temps, je croise les différentes thématiques. Donc ça demande un travail d'organisation et qui peut être fait à plusieurs, en famille, pourquoi pas. Hein. Si des fois les ados demandent qu'à être aidés dans ce travail de planification. Mais c'est important de le mettre en œuvre. Pour ceux qui veulent un petit peu regarder comment ça marche, vous tapez la courbe de l'oubli et puis vous trouverez des plannings tout faits sur Internet. Hein. Alors après, je voulais parler peut-être d'une dernière chose. On disait tout à l'heure de commencer sa journée de travail par ce qui était difficile. Et j'avais rajouté, attention, pas parce qu'on ne sait pas faire. Parce que si on commence par ce qu'on ne sait pas faire, on va vite se décourager et puis s'engluer, perdre du temps, ne pas être efficace. Donc en fait, ce qu'on n'arrive pas à faire, on est tout seul. Donc ne pas rester tout seul. Ne pas rester tout seul, ça peut être les questions à l'enseignant à distance, ça peut être les questions aux camarades, ça peut être les tutos sur Internet. Il y a plein de tutos sur plein de disciplines. Donc on va sur YouTube ou ailleurs, on tape son chapitre ou une question. Il y a souvent une petite vidéo de 3 minutes qui explique avec des images. On a quelqu'un de dynamique derrière l'écran, en général, qui a pris le temps de faire sa vidéo et qui va expliquer avec un petit film, avec de la manipulation. Et des fois, ça va débloquer, ça suffit. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher sur Internet. C'est une richesse, Internet. Il y a vraiment plein de choses. Donc, j'ai dit l'enseignant, j'ai dit les camarades, j'ai dit les tutos sur Internet, les parents. Les parents ont des connaissances, peuvent donner un petit coup de pouce. Parfois non, mais ils peuvent aider à aller chercher le bon tuto. Parce qu'Internet, c'est une forêt, il ne faut pas se perdre dans la forêt. Donc, on peut avoir besoin d'un guide et puis le parent peut aider dans la recherche pour trouver le bon tuto adapté. Et puis, Internet, c'est aussi un distracteur, un capteur d'attention. Donc, regarder le tuto avec son enfant qui ne comprend pas, essayer de comprendre à deux. Et puis, quand on a regardé la vidéo, on coupe. Parce qu'il y a souvent, Internet est bien fait, il va y avoir une petite pub pour passer à autre chose. Non, s'arrêter. Ouais. Voilà. Donc là, l'adulte peut se positionner et puis intervenir. Voilà. Donc, si on n'y arrive pas, ne pas rester tout seul. Puis si on n'y arrive vraiment pas, on met de côté. C'est pas grave, on ne peut pas réussir tout seul. Quand on reverra l'enseignant, parce que le distanciel, normalement, c'est de l'hybride, c'est à la fois du présentiel, du distanciel. On ira voir l'enseignant et puis on peut se faire une petite liste de ce qu'on n'a pas bien compris et aller lui demander à ce moment-là. Les enseignants, en général, savent que c'est une période qui est quand même pas simple pour les élèves en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Carrément. Est-ce que... Et puis quelqu'un rajoute la lecture, effectivement, on n'a pas parlé des livres aussi, évidemment, le manuel scolaire. Dans le manuel scolaire, il y a des exemples, donc ne pas oublier les manuels. Il y a des exemples, il y a des coups de pouce dans les manuels. Certains manuels, il y a les points difficiles avec des explications détaillées. Donc ne pas oublier aussi de se servir de son manuel scolaire. Ça, on a oublié de le dire. Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est l'outil qu'ils ont avec eux. Qui est fourni. Qui est fourni. Est-ce que du coup, alors, est-ce qu'il y a... T'as tout dit? Oui, j'ai dit. Oui, j'ai tout dit. Je sais pas combien on a mis de temps. Non, mais c'était super. C'est super. J'espère que je sais même pas en fait quand on a commencé. On arrive bientôt vers 1h. Ok, nickel. C'est bon. Voilà, on a dit l'essentiel. Oui. Pour le coup, alors merci beaucoup Fabienne pour tous ces conseils, pour toute cette présentation, parce que là pour le coup c'était clair. J'espère que du coup ça a donné pas mal de conseils justement en fait aux parents, également en fait aux élèves. Alors pour le coup vraiment n'hésitez pas limite en fait à montrer la vidéo aux principaux concernés parce que clairement en fait ils ont aussi besoin encore une fois des adultes
c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué aussi du coup pour eux. Mais j'ai même envie de dire, même ça peut être encore plus difficile finalement en fait pour les jeunes qui là vraiment en fait ont l'impression de qu'on leur vole leur jeunesse et qui sont quand même en fait contraints de devoir travailler, se débrouiller par eux-mêmes. Là vraiment les lycéens et les étudiants pour qui c'est vraiment difficile. Déjà de base pour un étudiant, parfois c'est compliqué parce qu'il faut réussir en fait à se raccrocher, par exemple au rythme de la fac et en fait ils sont un peu délaissés. Alors là, pour le coup, c'est vraiment compliqué. Et ils ont besoin, en fait, justement, des adultes pour être rassurés, je pense. Donc, merci beaucoup, Fabienne, pour toutes ces infos, pour tous ces conseils. Merci également, en fait, à toutes les personnes qui sont en train de réagir. Alors, du coup, c'est vrai, j'ai oublié de le rappeler, mais là, en gros, il y a sur Facebook et sur Instagram. Et du coup, donc, les gens d'Instagram, je vous invite, en fait, à rejoindre donc, le groupe NeuroLive sur Facebook. Là, pour le coup, vous aurez accès à toutes les vidéos. Voilà, Fabienne, là, c'est ta troisième vidéo. Et attention, on va faire du coup bientôt un classement des gens qui ont fait le plus de vidéos. J'ai encore de la marge, je crois. Ouais. Mais c'est vrai que tu avais dit en fait qu'il y avait pas mal de thématiques. C'est vrai, tu avais proposé pas mal de thématiques. Oui. Ça se rattrape. Après, j'ai plein de thématiques en poche. Et du coup, donc il y a plein de gens là qui ont réagi sur Facebook. En toute honnêteté, de là où je suis, je ne vois rien. Oui, on voit pas les commentaires qui sont trop petits, on n'a pas pu répondre. Voilà. Mais ce qu'on vous propose, c'est de toute façon, donc la vidéo, elle est postée. N'hésitez pas à la partager. Et à ce moment-là, en fait, on pourra regarder les commentaires. Après, moi, et on prendra le temps de répondre. Je vais toujours regarder les commentaires et puis quand je peux y répondre, je réponds. Voilà. De toute façon, vous allez voir, Fabienne, elle est super active sur les réseaux sociaux et puis elle propose vraiment plein d'outils et de conseils pour améliorer la qualité de vie, la qualité de travail des élèves. Donc, là, j'ai une page Twitter et une page sur Instagram, justement, où c'est des conseils. En fait, moi, je suis une enseignante spécialisée sur les enfants qui ont des troubles des apprentissages. Donc, ma page Insta et le compte Twitter donnent des conseils pour les aider en tant que parents ou des informations sur le handicap. Tout ça, je le mettrai en lien. Carrément, les deux pages. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Si c'est bon pour toi, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Et puis de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances demain soir pour la zone C. Voilà, je crois que tout le monde en a besoin. Carrément. Et puis ça va être le temps le moment de s'aérer pour les petits lycéens. C'est vrai. Merci beaucoup Fabienne. Voilà. Merci à vous. Passez une excellente soirée. Prenez soin de vous.